Bonjour à tous. On va attendre un petit peu que les participants se connectent. Quelques secondes et puis on va pouvoir démarrer. Je vois que ça rentre encore. Bonjour à tous. Et à 14h02, on démarre. Bonjour. Allez, quelques secondes. Déjà 25 personnes. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. Donc, encore une fois, bonjour à tous, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thibaut Emmermann, le directeur général du pôle Avenia. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire consacré à la propriété intellectuelle. Webinaire qui s'inscrit dans la tradition de nos webinaires ateliers thématiques qu'on organise depuis un certain temps. L'année dernière, on en avait fait un sur la veille, un autre sur les aides à l'innovation. Donc le but de ces webinaires, c'est vraiment de se poser, de sortir du quotidien pour se mettre à jour sur un sujet donné et puis d'échanger les bonnes pratiques, souvent entre acteurs différents, puisque on n'appréhende pas de la même façon un sujet suivant qu'on est un laboratoire de recherche ou une grande entreprise ou une start-up, et c'est ça qui est intéressant dans nos ateliers. Donc aujourd'hui, c'est la propriété intellectuelle qui nous réunit, et on est très heureux de co-organiser cet événement avec Heliopark. Donc dans la salle virtuelle, il y a à la fois des adhérents d'Avenia et des résidents d'Heliopark, parfois les deux. Et vous allez avoir le programme qui va s'afficher à l'écran. Voilà, donc nous allons dans un premier temps écouter Hélène Gros. Je remercie une nouvelle fois de participer à ce webinaire. Hélène est déléguée territoriale pour le compte de l'INPI, qui est l'Institut national pour la propriété intellectuelle. Donc Hélène va nous dresser un peu le panorama de ce que c'est que l'API, comment on peut utiliser l'API comme levier de croissance dans son organisation, et puis nous indiquer quelques outils et quelques aides à disposition. Ensuite, nous écouterons Guylain Demonda, qui travaille en conseil pour la propriété intellectuelle au sein du cabinet conseil API, qui est résident d'Heliopark. Puis nous entendrons Diane Pinard, qui est avocate associée au sein du cabinet Télis. Et puis nous aurons le témoignage d'un adhérent d'Avenia, aussi situé à Heliopark, avec Phébus Optics. Vincent témoignera de son expérience en matière de propriété intellectuelle. Voilà pour le programme. Avant de laisser la main et la parole aux intervenants, rappelez que vous avez le chat en bas à droite pour poser vos questions. On aura un temps d'échange à la fin, on pourra relayer l'ensemble des problématiques que vous poserez. Et puis, rappelez aussi que les slides ainsi que l'ensemble des contacts vous seront communiqués après coup par Blanche, que je remercie pour l'organisation et la logistique de ce webinaire. Voilà, 14h05, j'ai respecté mon timing, aux autres intervenants de respecter les leurs. Je serai le maître du temps et le relais de vos questions. Donc, bon webinaire à tous, et je passe tout de suite la parole à Hélène. Merci beaucoup, Thibaut. Donc moi, je m'appelle Hélène Gros. Je travaille à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, c'est-à-dire l'office français en charge des brevets, des marques et des modèles sur le territoire. 2 missions principales pour l'INPI. Première mission, l'examen
et la délivrance des titres de propriété industrielle. Et deuxième mission, tout ce qui va être accompagnement des entreprises, leur expliquer les règles du jeu de la propriété industrielle et les aider à utiliser au mieux ces outils-là. L'INPI, c'est un peu plus de 700 personnes, avec le siège qui est à Courbevoie en Île-de-France, et puis tout un réseau de délégations régionales, dont une délégation régionale INPI pour la Nouvelle-Aquitaine, qui est basée à Bordeaux. Nous sommes une équipe de 7 personnes. Et moi, je suis plus particulièrement en charge de ce beau territoire du sud de la région, c'est-à-dire le 40 et le 64, avec une mission de sensibilisation auprès des entreprises, d'information, d'accompagnement, et puis bien sûr de représentation de l'INPI dans l'écosystème, d'où ma présence aujourd'hui ici, et je remercie le pôle Avenia et la Technopole de m'inviter à participer à ce webinaire. Alors, pour entrer dans la matière, bien sûr, j'avais prévu quelques petites animations, mais je vois que tout s'affiche d'un coup, mais c'est pas grave, on va se débrouiller de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Alors, il y a un code de la propriété intellectuelle qui va codifier tous ces éléments législatifs et réglementaires. On ne va pas vous parler latin à 14 heures en début d'après-midi et vous donner tous les articles du code, ça n'aurait vraiment aucun intérêt et ce serait très soporifique, mais sachez quand même que tout ce qu'on va vous raconter est codifié et qu'il y a du droit. Je suis, moi, d'abord de formation ingénieur, mais juriste par accessoire, et c'est quand même important de savoir que c'est tout ce qui va réglementer les règles du jeu. Alors la propriété intellectuelle, ce n'est pas la même chose que la propriété industrielle. Premier point, la propriété intellectuelle est divisée en 2 branches que vous voyez s'afficher là. Une première branche qui est la propriété littéraire artistique et une deuxième branche qui est la propriété industrielle. La propriété littéraire artistique, c'est tout ce qui va viser les droits d'auteur et droits voisins, souvent ce qu'on connaît assez bien, qui va protéger les créations artistiques, œuvres littéraires, œuvres musicales, mais aussi les logiciels. Les intervenants ultérieurs vont vous en parler. Toutes ces questions de droit d'auteur, ça intéresse aussi les entreprises, bien sûr, dès lors qu'il y a une interface graphique, qu'il y a des photos qui sont utilisées pour des flyers, qu'il y a des logos qui sont créés au niveau de la marque. Tout ça, ça relève du droit d'auteur, et donc ça va intéresser les droits qui vont être acquis par l'entreprise. Particularité de ces droits d'auteur, c'est que ce sont des droits qui s'acquièrent du simple fait de la création de l'œuvre. Il n'y a pas besoin d'aller déposer devant un office de propriété industrielle. Il va juste falloir se ménager une preuve de la date de création. Seconde branche de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, dont s'occupe l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Là, 3 outils dans cette boîte à outils-là. L'outil marque, qui va protéger un nom, un logo, tout signe qui va distinguer vos produits, vos services, votre entreprise par rapport à la concurrence. Le dessin et modèle, qui va protéger la forme d'un produit. Voilà, une tasse à café que je viens d'avoir, est-ce qu'on le voit? Voilà, qui pourrait être protégé par un dépôt de modèle. Et puis le brevet, qui va protéger la solution technique à un problème technique. Et là, pour dire j'ai une marque, j'ai un brevet, j'ai un modèle, il va falloir faire un acte de dépôt sur le territoire qui m'intéresse. Si c'est la France, je dépose à l'INPI. Si c'est l'Europe, c'est l'Office européen. Si c'est les US, c'est l'Office américain, etc. Voilà donc déjà le panel général. Avec à côté aussi, ce dont on peut parler, c'est le savoir-faire, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances techniques que vous allez conserver secrètes, mais qui vont être relatives au process de fabrication de vos produits. Bien, tout ça, qui n'est pas divulgué, qui va être formalisé pour être protégé par le secret, protégé par le droit des contrats avec des clauses de confidentialité, non, par exemple. Et tout ça va faire partie de ce panel propriété intellectuelle. Voilà un premier panel général pour qu'on sache bien de quoi on parle. Alors, c'est peut-être un peu écrit petit. Dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas pouvoir détailler tous les bénéfices de la propriété industrielle au service de la stratégie d'entreprise. Vous en voyez un certain nombre, il y en a 11 là, qui s'affichent sur cette diapositive. Bien évidemment, le premier auquel on pense tout de suite, c'est se préserver un avantage sur les concurrents. C'est-à-dire, vous avez une nouvelle techno, et bien pouvoir avoir un droit d'interdire, un monopole,
qui vous permettra d'être le seul de pouvoir utiliser cette techno-là. Mais il y a bien sûr beaucoup d'autres intérêts à cette propriété industrielle. Si on prend certains dans ceux qui sont en interne, eh bien c'est des outils de reconnaissance. Vous avez des salariés, des inventeurs qui sont méritants, que vous allez pouvoir mettre en avant par des dépôts de brevets. Bien évidemment, sur le point 8, un actif valorisable, d'optimisation fiscale aussi. Actif valorisable, c'est important notamment pour les startups quand il y a des levées de fonds. Ça va permettre de matérialiser ces droits, ces innovations qui sont faites. C'est bien sûr très utilisé au moment de la création d'entreprises. Sur les points plus externes, et bien évidemment, il y a le point 10, l'outil de communication. On utilise beaucoup les brevets, les marques. Dire qu'un système est breveté, d'afficher ces points-là, c'est aussi bien sûr très, très important. Un moyen de négociation sur le point 4. On est bien démunis quand on est en face des entreprises qui ont tout un portefeuille brevet. Si soi-même on n'a pas beaucoup de titres, eh bien on va pouvoir faire des échanges, on va pouvoir concéder des licences, faire des accords de partenariat. Donc tout ça c'est important aussi. Et je ferai un focus sur le point 11 qui est l'information sur les brevets des tiers. Parce que faire de la propriété industrielle, bien sûr, ça peut être déposer des titres et on rencontre les entreprises qui nous disent « mais comment est-ce que je peux protéger mon invention ?» Et souvent, je dis, avant de se poser la question de comment protéger, il faut savoir est-ce que j'ai le droit de faire. C'est donc tout ce qui va être liberté d'exploitation, de vérifier qu'on n'est pas finalement contrefacteur sans le vouloir. Donc, on va pouvoir, sur un grand nombre de bases de données qui sont en accès libre et gratuit, vraiment les bases de données sont abondantes en la matière, il n'y a pas besoin d'avoir des abonnements, on peut déjà avoir tout un tas, je vous en cite 3 ici, sur les sites de l'INPI, TMView pour les marques, EspaceNet pour les brevets. Ça va être une formidable source d'informations pour vérifier qu'on n'est pas en situation de contrefaçon, qu'on n'est pas en train de réinventer quelque chose qui existe déjà. Ne dépensons pas de l'argent à réinventer l'eau tiède. Et puis aussi de connaître son marché, repérer ses concurrents, tous les acteurs. Vous allez travailler avec un partenaire. C'est quand même intéressant si c'est quelqu'un qui a un portefeuille brevet important, avec qui il travaille, de qui il a des licences. En fait, c'est toute une information concurrentielle qui est intéressante d'avoir. Et peut-être même, on l'a vu déjà, pas forcément des concurrents, mais qui peuvent aussi devenir des partenaires sur certains marchés pour pouvoir se partager, par exemple, certaines applications de données d'invention qui ont pu être brevetées. Donc vraiment, un point important, faire de la propriété industrielle, c'est pas seulement déposer des titres. On peut très bien dire, je ne dépose pas beaucoup de titres, mais à minima, utiliser cette formidable source d'informations que sont les bases brevets, marques et modèles. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un panel général sur ce qui est utilisé comme titre. Là, je fais un peu un focus au niveau des outils pour protéger les innovations techniques. On parle toujours du brevet, mais finalement, il y a toute une famille de brevets qui peut être utilisée. Alors là, j'ai mis en tout premier l'enveloppe solo, qui n'est pas un titre de protection, mais qui quand même, on peut dire, est un premier pas, enveloppe solo ou tout moyen de datage qui permet de tracer, de dater les informations, les inventions qui ont pu être faites et qui permet au moins de pouvoir bénéficier de ce que l'on appelle l'exception de possession personnelle antérieure. En cas de brevet déposé par un tiers sur la même innovation que celle que vous avez faite dans vos locaux, eh bien vous pourrez continuer à exploiter cette invention malgré l'existence d'un brevet ultérieurement déposé par un tiers. Donc c'est quand même déjà intéressant d'avoir ce point-là. Et après, dans tout le panel, eh bien, il y a les demandes provisoires de brevets quand on est pressé. C'est pas quelque chose qui est utilisé beaucoup, mais c'est quelque chose qui peut faire naître un droit de priorité pour se protéger à l'international et déjà faire un dépôt un peu simplifié, où il n'y a besoin que d'une description et pas de revendication. Ça doit être utilisé vraiment dans les bons cas où ça peut être utile, mais il faut savoir que ça existe. Le certificat d'utilité, c'est un petit peu comme un brevet, mais il n'y a pas de recherche d'antériorité et ce n'est valable que pour 10 ans, mais pourquoi pas pour faire de l'occupation de terrain, pour pouvoir, si on est à la limite de la brevetabilité et des critères d'activité inventive, que le brevet sera peut-être pas délivré, et bien pour quand même occuper le terrain, avoir des grappes de brevets, utiliser le certificat d'utilité. Quand on part sur le brevet, eh bien le brevet en France. Après, il y a les brevets au niveau il n'y a pas de brevet mondial, mais les procédures internationales de dépôt de brevet pour acheter du temps et en fonction des territoires sur lesquels on veut aller, eh bien, pouvoir se réserver, notamment ce
qui s'affiche là, le dépôt PCT, de traité de coopération en matière de brevets, qui me permettent d'acheter du temps avant d'aller valider concrètement les territoires dans lesquels on souhaite se protéger. Voilà, je n'entre pas dans le détail de la mécanique de chacun, mais c'est pour dire qu'il y a toute une palette en fait, d'outils, et en fonction de vos besoins, on trouvera dans ces boîtes à outils ce qui correspond le mieux par rapport à vos projets, à vos besoins, et puis aussi au budget, à l'investissement que vous pourrez bien évidemment y mettre. Donc, propriété industrielle, un élément majeur pour les startups, parce que oui, là, parce qu'on est avec Léoparc aussi, avec des startups. Quand on lance une entreprise, souvent, les créateurs d'entreprises ont bien évidemment plein de choses à faire. Plein de choses à faire. On va être un petit peu plus peut-être sur comment arriver à faire le prototype, embaucher ses premiers collaborateurs, avoir toutes ces démarches commerciales. Et puis, la propriété industrielle n'est pas toujours peut-être autant exploitée qu'elle ne pourrait pour l'être, et pourtant c'est extrêmement stratégique là-dessus. Donc je vous mets là un certain nombre d'avantages à bien penser propriété industrielle à la création de l'entreprise. Que ce soit pour des levées de fonds, que ce soit pour aller à l'international, bien évidemment pour les contrats, pour manager les collaborations, c'est extrêmement important. Vous allez avoir une augmentation de pouvoir de négociation quand on a des demandes de brevets ou des brevets qui ont pu être délivrés. Donc c'est important dès le début de la création de l'entreprise à penser à se préoccuper de ces questions-là, parce que souvent la valeur de l'entreprise va être matérialisée par ces titres de propriété industrielle. Et quand on dit on le fait au début, c'est aussi bien le faire. Alors là, j'ai parlé essentiellement brevets, mais les marques sont importantes. Et j'ai pensé ce matin, parce que j'ai eu au téléphone un dirigeant d'entreprise qui maintenant, c'est une entreprise qui a été créée en 2014, donc ils ne sont plus une start-up. Quelqu'un est en train de reprendre leur nom de marque, donc ça y est, il se repenche sur la marque qu'il a déposée très vite en 2014 au moment de la création de l'entreprise. Et puis quand on regarde 7-8 ans plus tard la marque, bon, elle est toujours au nom de l'entreprise en cours de création, dans nos papiers. Bon, il faut penser à régulariser, à l'adresse qui n'est pas la bonne. Ce qui a été déposé, c'était un logo. Alors, ce n'est pas le logo qui est utilisé maintenant. Donc, un certain nombre de choses qui sont finalement, quand on veut l'utiliser, peut-être qu'ils se sentent un peu démunis parce que les choses ont été faites un petit peu rapidement. Donc, faire les choses, il faut aussi bien les faire pour qu'au moment où on en a besoin, eh bien, on ne soit pas démunis. Ce dépôt avait été fait le 31 décembre 2014, d'ailleurs peut-être juste avant d'ouvrir les huîtres du réveillon, je ne sais pas, ça devait être sur la checklist du dirigeant. Donc il l'a fait en temps et en heure par rapport à sa to-do list, mais visiblement il y avait un petit peu des points à revoir, donc on va pouvoir un peu agir, mais faire attention de bien vous faire accompagner justement sur ces points-là pour bien faire les choses. Et c'est là il y a un certain nombre de choses qui vous sont proposées au niveau de l'accompagnement. Alors, si je parle de l'accompagnement INPI, on a un certain nombre de programmes, des programmes par exemple destinés aux startups. On va faire les points tous les 3 mois pour bien accompagner et voir en fonction des besoins de l'entreprise les recommandations de ce qui doit être fait. On a le Pass Pays qui a beaucoup de succès parce que c'est une aide financière qui vient donner un coup de pouce lorsque vous faites une action particulière. Par exemple, première démarche à l'export en matière de marque, première démarche à l'export en matière de brevet, et bien on va pouvoir vous accompagner financièrement en cofinançant 50% des honoraires d'un cabinet conseil ou d'un cabinet d'avocats. Donc ça peut être intéressant. La masterclass pays, là c'est pour ceux qui sont déjà dans le grand bain de la propriété industrielle. Prochaine session qui démarrera début mai à Bordeaux. Déjà 6 inscrits sur une promo de 10, on est plutôt content. Vous voyez s'afficher en bas aussi SME Fund, qui est un fonds européen qui vient aider à financer, c'est pas sous forme de subvention, les taxes de dépôt en matière de marque, de modèles et depuis cette année de brevets. Alors c'est limité, ce sont des petites subventions, mais elles sont parfois les bienvenues au niveau des budgets, donc n'hésitez pas à actionner ça.
Et puis, eh bien, apparaît là les trois professionnels du domaine de la propriété industrielle, les offices, donc l'INPI sur le territoire français, qu'il ne faut surtout pas hésiter à actionner. Je répondrai toujours avec grand plaisir à tous les questionnements que vous pourrez me exprimer auprès de moi, les avocats spécialisés en propriété intellectuelle et les conseils en propriété industrielle. Dernier point, n'hésitez pas à aller consulter le guide du management de la propriété intellectuelle, qui est un guide. Alors, il existe en format papier, voilà, j'en ai un là, mais il existe aussi tout à fait accessible, et vous avez l'adresse là, vous l'aurez sur les diapos qui vont circuler. Où, franchement, je n'ai pas été dans le groupe qui a travaillé dessus, mais il y a tout un tas de fiches et de mémos pratiques. C'est la Bible de l'API dans lesquelles vous pourrez trouver tout un tas d'informations très détaillées sur le sujet. J'en arrive au bout de ce que j'avais à vous dire dans le temps. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Puis je me suis aperçu que je m'étais trompé quand j'ai parlé de l'INPI au début, dans mon introduction, c'est propriété industrielle et pas intellectuelle. Hein, c'est ça, INPI, exactement. hein, c'est ça. Donc Je pense que c'était tout le bien monde aura compris pourquoi, voilà, puisqu'effectivement, c'est auprès de l'INPI qu'on dépose les nos brevets, voilà, c'est ça. Voilà, Ouais. très bien. Et une petite question, les aides dont tu as parlé, ce sont des aides nationales INPI. Il n'y a pas Oui, des aides spécifiques ensuite ou complémentaires de la part des si. offices régionaux Alors, il y a un certain nombre d'aides qui existent. Alors là, je parlais des aides INPI sur le territoire français. D'accord, Un certain nombre d'autres aides peuvent exister auprès d'autres offices, mais il y a aussi beaucoup d'aides par l'écosystème. ok, C'est-à-dire que, par exemple, il y a l'aide premier brevet qui s'appelle la PTI, premier brevet qui est géré par l'agence régionale ADI sur fonds BPI et mhm, région. Pour des jeunes entreprises, il y a la bourse French Tech qui peut tout à fait prendre en compte des frais de propriété industrielle. Enfin, sur le territoire français aussi, un grand nombre d'aides existent en la matière et il faut seulement bien penser à l'anticiper, à le mettre finalement dans l'assiette qui va être aidée. La difficulté, c'est que parfois les entreprises peuvent avoir oublié de le mettre et donc du coup après ne peuvent pas le faire entrer dans ce qui va être aidé, que ce soit des prêts ou des subventions. ok. Et il y a une remarque sur le chat, en effet, ça peut rentrer dans le calcul du crédit impôt recherche ou Oui, du crédit impôt complètement. innovation, j'imagine, ouais, c'est ça. Complètement. D'où l'intérêt de faire des recherches d'antériorité, Ouais, d'ailleurs, parce que quand on fait des recherches d'antériorité, ça va être une preuve aussi que ce soit crédit impôt recherche ou CII ou des nouveaux crédits, là d'ailleurs, qui vont venir dans le monde de la recherche, eh bien, ça fera des preuves comme quoi les éléments sont innovants et peuvent bénéficier de ces crédits d'impôt. ok, super. Bon, ton contact sera donné avec les slides. Donc, toi, c'est le Sud-Aquitaine, mais on peut aussi te contacter si on a des adhérents qui sont dans d'autres régions pour avoir les interlocuteurs Avec grand plaisir. J'ai dans parfois des les gens autres par le bouche à collectivités. oreille qui me donnent Voilà, d'autres noms et je donne toujours un premier niveau de réponse et puis je renvoie sur des collègues c'est s'il faut aller sympa. plus loin, mais ne surtout pas hésiter. Merci beaucoup, Hélène. Merci. On enchaîne avec un autre point de vue maintenant, avec Guylain. Bonjour à tous. Le micro est activé, ça marche. Oui, Thibaut, c'est Ghislain. Ghislain et pas Guylain. Eh Non, mais oui, dans le bon, Nord, ils ça disent fait Ghislain, la mais deuxième copie. À la troisième, je sors. Hein. pas de Ghislain, souci. pardon. Bonjour à tous et merci de participer à cette présentation. Ghislain de Mandat du cabinet API Conseil, donc cabinet de conseil en propriété industrielle basé à Pau et donc sur le site d'Hélioparc et à Paris. Donc, je vais continuer sur ce qu'a présenté Hélène un peu plus tôt, en essayant de rentrer au fur et à mesure un peu plus dans le détail. La première chose, c'est de savoir concrètement quelle est la réalité de la propriété intellectuelle. Il doit y avoir parmi les participants des organisations, des associations ou des entreprises qui n'ont jamais eu affaire à la propriété intellectuelle et qui se posent peut-être la question de savoir si ça a vraiment un intérêt et si c'est vraiment une matérialité qui existe réellement. Donc pour y répondre, je vous propose d'analyser trois résultats en fait d'études économiques qui ont été réalisées ces dernières années, qui permettent tout d'abord dans le premier graphique que vous trouvez en haut à gauche de déterminer la part de la propriété intellectuelle dans la valeur des sociétés de l'indice Standard Poor's qui rassemble les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, quand on le regarde, en fait, on voit un graphique avec plein de barres qui commencent à augmenter et on se rend compte qu'en 2020,
Pour les 500 entreprises américaines les plus puissantes, 90% de leur valeur, donc de ce qu'elles valent, est basée sur la propriété intellectuelle. Donc ça signifie que, la valeur n'est plus dans les machines ou les équipements qu'ils fabriquent ou dans les bâtiments qu'ils possèdent, mais plutôt dans, la connaissance, le savoir qui permet justement de mettre en œuvre les services et les produits, qu'ils réalisent. Et ça, c'est énorme. Donc ça signifie que dans la majorité des produits qui sont, développés aujourd'hui, la connaissance, la propriété intellectuelle est une part, significative. En 2020, une étude, de l'INPI a relevé qu'une entreprise qui, possédait, des titres de propriété intellectuelle avait 3 fois plus de chances de faire une levée de fonds. Donc Hélène en a parlé tout à l'heure, la possibilité de se servir de la propriété intellectuelle comme un levier pour pouvoir, faire venir, à sa société des capitaux est vraiment une réalité. Enfin, en 2001, une étude heu, de l'Institut européen de la propriété intellectuelle, a relevé que les, entreprises qui, mettaient en œuvre la propriété intellectuelle voyaient une augmentation de 19 de leur chiffre d'affaires par rapport à celles, qui, ne mettaient pas en œuvre et il y avait aussi une augmentation des revenus pour les employés. Donc ça signifie qu'avoir, une entreprise qui détient la propriété intellectuelle, c'est bien pour les clients, c'est bien pour attirer des investisseurs, c'est bien pour l'entreprise, mais c'est bien aussi pour les salariés et les employés qui travaillent dans ces structures. Hélène a présenté tout à l'heure la boîte à outils de la propriété intellectuelle. Donc, on a pu voir rapidement en fait le panorama de ce qui existe. Le temps étant limité, on est obligé de se focaliser. Donc, moi, je vais me focaliser, c'est ma spécialité sur la partie brevet, l'aspect technique, et vous donner un peu quelques informations pour que vous sachiez de quoi il en retourne. Donc tout d'abord, le brevet, il va être, intéressant, notamment pour pouvoir protéger une invention. Une invention, une principale difficulté que l'on a pour pouvoir l'appréhender, c'est que si on regarde la définition dans le dictionnaire de l'invention, en fait, ça correspond pas exactement à la définition, juridique que l'on utilise pour, déterminer ce que c'est qu'une invention. En pratique, on n'a pas vraiment de définition, mais on a, on va dire, une accumulation d'expérience qui nous permet de dire que une invention, c'est une solution technique à un problème technique. Ça signifie que lorsqu'on se trouve dans une situation dans laquelle on a identifié un problème qui est technique et que la solution que l'on apporte à ce problème technique est une solution également technique, on peut tomber dans le domaine de la brevetabilité et donc du brevet. Ici, la difficulté, bien sûr, c'est la notion de technique. Donc, je peux tout à fait, en fait, avoir une solution pour un problème technique, mais cette solution n'implique pas du tout de moyens techniques. Et dans ce cadre-là, le brevet ne pourra pas être utilisé. Je donne un exemple simple. Imaginons qu'on ait une invention, on souhaite mettre en œuvre une invention dans laquelle on veut économiser, je sais pas, une lampe particulière qui serait utilisée dans la réalisation, dans le séchage d'un béton particulier pour une entreprise dans le domaine du BTP. Donc voilà, il y a une lampe et cette lampe coûte très, très cher et ce qu'on est on aimerait trouver, c'est un moyen qui permet de l'économiser. Une solution qui ne serait pas technique, ce serait de dire, ben, en fait, la lampe, on va l'utiliser le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà, comme on l'utilise pas le mardi, comme on l'utilise pas le samedi, comme on l'utilise pas le dimanche, on a résolu le problème. On a économisé. Mais comme vous voyez, cette solution, elle est, tout à fait, subjective. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le lundi, le mercredi, et le vendredi? Pourquoi on n'a pas choisi le mardi, et le samedi et le dimanche? En fait, il n'y a pas de considération technique derrière. Par contre, si on dit que on utilise, un système de capteur qui permet de détecter quand il y a du béton, frais, qui, à une certaine température, arrive, au niveau d'une station de travail et que, quand, ce béton, n'est plus frais et que sa température a changé parce qu'elle a été chauffée par la lampe et qu'à ce moment-là, on peut éteindre l'ampoule. Là, l'ensemble de systèmes comprend des moyens techniques et peut être considéré comme, une innovation. La particularité du brevet, comme la majorité des types de propriété intellectuelle, c'est qu'elle protège une invention sur un territoire. Donc elle est limitée dans un territoire. Ça signifie que si vous avez un brevet aujourd'hui français, et seulement sur le territoire français, vous pourrez empêcher vos concurrents de mettre en œuvre votre innovation sur le territoire français, mais vous ne pourrez pas le faire sur les autres territoires, par exemple en Espagne, aux États-Unis, au Japon, en Suisse, et ainsi de suite.
Ça peut être un problème ou ça peut ne pas être un problème. Imaginons que la majorité de vos clients, se trouvent en France. Si vous avez des concurrents qui fabriquent le même produit que vous en Espagne, ils n'auront pas le droit d'importer leurs produits sur le territoire français. Donc le fait d'être protégé seulement sur le territoire français, qui est votre marché principal, n'est pas du tout, rédhibitoire. Donc ça peut être, une stratégie intéressante de choisir les territoires où on veut protéger son innovation. La durée de protection, du brevet est de 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. Bien sûr, pour, atteindre cette durée de 20 ans, il faudra, régler des taxes annuelles, de maintien du brevet auprès de l'office, auprès duquel vous avez déposé la demande de brevet, l'INPI en France, l'Office européen des brevets en Europe ou l'USPTO aux États-Unis. En moyenne, il existe très peu de brevets, pour lesquels la protection, va jusqu'aux 20 ans. Ça signifie qu'en pratique, il y a beaucoup d'inventions dont la protection s'arrête au bout de 5, 7, voire 10 ans. L'idée étant de trouver une adéquation entre la protection qui est apportée par le brevet et l'avantage économique que ça apporte sur les marchés. Au bout du moment où votre produit ne nous apporte plus d'avantages par rapport à la concurrence parce qu'il y a eu des nouvelles innovations, par exemple, c'est peut-être plus la peine de garder un brevet et de le maintenir en vigueur. Un brevet est secret pendant, une certaine période, notamment 18 mois. Donc pendant 18 mois, votre demande de brevet n'est pas accessible au public. Donc on ne sait pas, ce que vous avez déposé. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de développer pas mal de stratégies, pour pouvoir analyser, ce qui se fait, pour pouvoir vérifier si notre invention a l'air d'être connue ou pas, parce qu'on aura eu une analyse, réalisée par l'INPI qui nous permettra de savoir si notre innovation, répond aux critères de brevetabilité. Ces critères de brevetabilité se trouvent, sur la partie de droite, sur cette slide-là, principalement. Tout d'abord, il y a le critère de nouveauté. Ça signifie que votre invention ne doit pas avoir été divulguée avant la date de dépôt, et ce, quel que soit le moyen, sur un blog, dans un livre, dans une publication de thèse, dans une conférence, dans une vidéo YouTube. Il faut que votre invention soit secrète avant qu'elle ait été déposée. Ça signifie qu'il faut vraiment faire attention à votre communication avant de protéger votre innovation. Le deuxième critère de brevetabilité concerne l'évidence de votre solution. Même si votre solution est nouvelle, qu'on n'a jamais vue auparavant, il faudra répondre à la question de savoir si elle est évidente par rapport à ce qui existait déjà, heu sur le marché. Imaginons qu'on est dans un monde dans lequel il n'existait que, des systèmes de frein pour vélo, et que le frein, n'était appliqué que sur la roue avant et que, vous décidez de rajouter un deuxième frein, mais cette fois-ci, c'est un frein sur la roue arrière. En fait, en se posant la question de savoir si, à partir d'un vélo avec un frein sur la roue avant, on aurait pu déduire de mettre un frein sur la roue arrière, laisse à penser qu'on dirait que ça paraît évident et donc que votre invention ne serait pas attribuée même si on n'a jamais vu un seul document dans lequel, on avait, positionné un frein sur la roue arrière. Un élément important aussi, à distinguer, c'est la notion de demande de brevet et de brevet. La demande de brevet et le brevet, on peut faire un parallèle avec, une demande, de permis de construire et le permis de construire. Quand je fais une demande de permis de construire, je l'ai pas encore. Quand je fais une demande de brevet, c'est la même chose, c'est juste une demande, c'est une réquisition, je fais une requête. Par contre, le brevet, quand on parle de brevet, sans mentionner demande devant, ça signifie que le brevet a été délivré. Il a été analysé par l'INPI et l'INPI a considéré que les critères de nouveauté et d'activité inventive étaient respectés. Un petit point sur les tarifs, et les coûts d'une demande de brevet. Ici, on nous a indiqué sur cette slide, les tarifs moyens qui sont observés pour le dépôt d'une demande de brevet en France sur la partie, du haut. Donc au moment du dépôt, c'est principalement les frais de rédaction qui coûtent la principale, partie des frais, au moment du dépôt. Les coûts des taxes, à l'INPI sont très peu élevés, donc c'est, une belle incitation et en fait, c'est à ce moment-là où il y a un grand travail qui est fait pour déterminer quelle est réellement votre invention et ce qui va être protégé. Et après le dépôt de cette demande de brevet, on ne pourra plus faire de modifications. Donc, il sera trop tard. Et donc, il faut anticiper très rapidement la portée de votre invention.
Donc, il y aura un rapport de recherche, une analyse du rapport de recherche, la publication en 18 mois, et après, il y aura différents échanges avec les offices jusqu'à la délivrance. Je vous donne aussi des informations sur l'extension probable de votre invention sur différents territoires, comme en Chine, aux États-Unis, en Europe ou au Japon, sur une période de 10 ans. Comme ça vous donnera une idée des frais qu'il faut prévoir dans un business plan pour pouvoir anticiper et être sûr de bien protéger votre innovation. Quand on parle de brevet, souvent vous avez certainement entendu parler de l'impossibilité de protéger les logiciels par brevet. Or, quand on regarde les grands groupes informatiques qui produisent principalement que du logiciel, quand on parle des Google, de Meta, de Netflix, de Microsoft, on prend par exemple Facebook, ne fabrique aucun dispositif, aucun appareil. Pourtant, Facebook détient de nombreuses demandes de brevets. Ça signifie et de brevets. Ça signifie qu'ils répondent aux critères de nouveauté et d'activité inventive. Heu, on a aussi et souvent une opposition qui est faite entre l'open source et le brevet. Or, on voit bien que, ces, grands groupes, informatiques possèdent aussi une activité dans l'open source. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la détention d'un brevet et le fait de produire, du logiciel, par exemple, en open source. Donc pour faire simple et ce sera peut-être l'objet d'une autre présentation, dans un autre cadre, les inventions, sont qui sont basées sur les logiciels sont tout à fait protégeables par brevet à partir du moment où elles remplissent les critères de brevetabilité, nouveauté et non-évidence par rapport à ce qui existait auparavant. Quand on parle de logiciel, on parle de brevet, mais on parle plus naturellement de droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est le droit qui est utilisé en général pour pouvoir protéger les créations qui sont liées notamment à la lecture, à l'écriture, à la musique, à la chanson. Mais ça s'applique aussi au logiciel. Le parallèle qui a été fait par le législateur, c'est de dire que quand on demande à deux développeurs de réaliser un programme informatique avec les mêmes besoins, chacun des développeurs va rédiger son code informatique à sa manière, de sa propre manière. Et en fait, ça signifie que c'est spécifique à la personne. Or, c'est l'une des critères particuliers du droit d'auteur, du droit de l'auteur. Et c'est pour ça, en fait, que le code source que vous rédigez, ça signifie vraiment les lignes de code et non leur application, mais juste les lignes de code sont éligibles à la protection par le droit d'auteur. Euh, euh, donc, sans nécessité de dépôt, comme l'a indiqué tout à l'heure euh, Hélène. Et donc le principe de ce droit d'auteur, il est assez important et il est régi notamment au niveau de la titularité par 3 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est que le code source qui est rédigé par un auteur lui appartient automatiquement, sauf exception numéro 1, si on lui a demandé de le réaliser dans le cadre de ses activités en tant que salarié d'une structure. Sauf si il a réalisé en n'étant pas salarié, mais en étant accueilli par une entité qu'il a accueilli pour pouvoir réaliser et développer un logiciel. Donc ça, c'est une nouveauté qui est tout à fait récente, donc qui permettra de couvrir toutes les activités des stagiaires, par exemple, ou des sous-traitants. Auparavant, les œuvres qui étaient réalisées par ces développeurs, stagiaires ou sous-traitants, leur appartenaient. Et donc, il fallait réaliser une session particulière pour que ça appartienne à l'entreprise. Ok, il reste 2-3 minutes, hein, Oui, Gislain. j'y arrive. Et donc pour coder en liberté et réaliser ce logiciel, un point important à prendre en considération, c'est le fait qu'il y a différents types de moyens de faire circuler votre code source. Et l'un des éléments importants, c'est de distinguer les licences qui sont mises en œuvre. Certaines licences sont dites permissives et d'autres sont dites copyleft. Les copyleft ont une particularité, sont assez, on va dire, dangereuses pour une entreprise qui a des objectifs commerciaux de divulgation de leur logiciel parce que lorsque vous empruntez un code source qui est sous une licence copyleft, vous êtes obligé de divulguer ce code source dans les mêmes conditions. Ça signifie que si vous avez acquis, par exemple, gratuitement un logiciel que vous avez intégré dans votre propre code, ben, vous serez obligé de divulguer votre propre code aussi gratuitement, dans les mêmes conditions. Et ça, c'est pas toujours ce qui sera souhaité dans le développement de votre activité. Donc, pour pouvoir développer en sérénité, voilà des conseils bonnes pratiques. Identifier les licences qui sont utilisées, confirmer la propriété du code. Est-ce que ça appartient à la société? Est-ce que ça appartient à une personne particulière? Constituer des preuves de date de dépôt en faisant des dépôts réguliers. Il y a différents organismes qui existent et assurez-vous de la confidentialité du contenu qui sera divulgué.
Donc ça vous permettra de mettre en œuvre la stratégie de propriété intellectuelle qui sera ciblée et adaptée, qui devra être diversifiée et notamment prendre en considération les différents types de droits de propriété intellectuelle comme ils vous ont été présentés. Et donc, pour terminer, les outils de propriété intellectuelle vous permettent de interagir avec les tiers, de les valoriser parce qu'il y a de la valeur sur chacun de ces titres-là. On l'a vu sur la première slide et vous permettent notamment de vous protéger. Et donc, je vais passer la main à Maître Dinard qui vous parlera justement de l'aspect plutôt contentieux et de comment est-ce qu'on met en œuvre la protection de ces droits de propriété intellectuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va en effet, la transition est toute trouvée avec Diane. Il y a simplement une question qui a été posée sur le chat là, au sujet des droits d'auteur logiciels, je crois. Oui. Quid du critère d'application industrielle ces logiciels? Le critère d'application industrielle, c'est l'un des critères de brevetabilité. J'en ai listé 2, la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. L'application industrielle signifie que l'innovation, l'invention doit pouvoir être mise en œuvre. Or, un logiciel, lorsqu'on le code, quel que soit le langage, et qu'on le met dans un compilateur sur un ordinateur, il peut s'exécuter. Donc, ça signifie qu'il peut bien être mis en œuvre. Ce qui ne serait pas susceptible d'application industrielle, ce serait un logiciel en fait qu'on peut pas finalement développer, donc basé sur des concepts qui n'ont pas encore peut-être été validés et qui pourraient pas être exécutés sur une machine particulière. Donc c'est un critère de brevetabilité, mais c'est pas le critère le plus critique pour pouvoir obtenir une protection par brevet. D'accord. Merci. On va faire rentrer Diane dans la salle. Voilà, le micro est coupé, ça y est, le micro est ouvert. Voilà. Bonjour Diane, et merci, Oui. merci d'intervenir. Bonjour à tous, merci Thibault de me passer la parole. Alors, je suis Diane Pinard, avocate du cabinet Télis Avocats. Nous sommes un cabinet basé à Marseille. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de m'appeler Pastis. Mais en fait, comme je viens du sud-ouest, j'ai fait toutes mes études à Toulouse. Alors, juste pour me présenter brièvement, donc moi je m'occupe au sein du cabinet de tout ce qui est donc tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, à la fois du conseil, de la rédaction de contrats et du contentieux. Je m'occupe également des contrats commerciaux et de la protection des données personnelles. Alors, juste pour vous préciser la différence entre un avocat et un conseiller en propriété industrielle, qui n'est peut-être pas évidente pour tout le monde. Le conseiller en propriété industrielle, c'est lui qui va faire les dépôts de brevets, puisque les avocats ne peuvent pas le faire. Par contre, le conseiller en propriété industrielle ne peut pas vous représenter en justice. Donc, si vous avez besoin d'être représenté en justice, c'est à un avocat qu'il faudra s'adresser. Donc moi, j'ai pris le parti de faire un espèce de tableau impressionniste de la propriété intellectuelle, parce qu'on a un public qui est assez hétérogène aujourd'hui, on a un sujet qui est un sujet d'ampleur et le temps imparti est assez court. Donc moi, j'ai choisi d'aborder le sujet sous la forme de proverbes. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Ensuite, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et ensuite, je vais vous parler de la cigale et de la fourmi. Et donc, j'ai prévu de vous donner des exemples très pratiques sur des dossiers que j'ai traités pour illustrer mes propos. Alors, première partie, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, dans cette partie, je vais aborder la question des contrats. C'est très important d'avoir des contrats bien ficelés, d'une pour anticiper les risques financiers et juridiques, bien évidemment, les risques de contentieux, mais aussi pour une question d'image et pour asseoir votre crédibilité. Alors, vous avez deux types de contrats qui portent sur de la propriété intellectuelle. Vous avez des contrats commerciaux avec des clauses de propriété intellectuelle, par exemple un contrat de partenariat, un contrat de développement. Et puis après, vous avez des contrats spécifiques à la propriété intellectuelle, par exemple licence et cession. Je voulais également attirer votre attention sur l'importance des clauses et des accords de confidentialité. Par exemple, si vous développez une invention, les accords de confidentialité sont essentiels pour assurer le secret de votre invention, puisque c'est une condition de la brevetabilité de votre invention. Si vous l'avez divulguée, vous ne pourrez plus la protéger.
Et puis, je reviendrai un petit peu par la suite sur l'importance de ces accords. Alors, ces clauses et accords de confidentialité, vous pouvez donc déjà trouver des clauses de confidentialité dans les contrats de travail. C'est important de prévoir dans vos contrats de travail des clauses de confidentialité. Ensuite, dans des contrats commerciaux qui ont un objet beaucoup plus large. Et puis, les accords de confidentialité sont également très utiles en tant qu'avant-contrat, c'est-à-dire quand vous engagez des négociations avec un partenaire commercial, c'est important de conclure un accord de confidentialité pour protéger les informations et les documents qui vont être échangés entre les parties dans le cadre des négociations. Alors, pour vous donner un exemple, pour un client qui a mis au point un enduit de fabrique, enfin un enduit à destination du bâtiment, nous avons établi un contrat de confidentialité qui est un préalable à la signature d'un contrat d'approvisionnement exclusif avec un gros groupe du BTP. Alors, les points de vigilance qu'on a soulignés, c'est surtout, vu que le co-contractant était un groupe de sociétés, il faut faire très attention à qui est signataire du contrat. Il faut que le contrat engage bien le groupe de sociétés s'il peut y avoir des échanges au sein des sociétés du même groupe. Ensuite, la liste des documents et informations qui vont être échangés, elle est très importante pour fixer le cadre. Et puis enfin, la durée du contrat et puis l'articulation de ce contrat avec les contrats qui vont intervenir par la suite, en l'occurrence, le contrat d'approvisionnement exclusif. Ensuite, là, je vous ai listé les principales questions à vous poser quand il s'agit de propriété intellectuelle et de contrat de propriété intellectuelle. Une question essentielle, c'est de savoir qu'est-ce qui relève de l'existant et qu'est-ce qui va relever de la création ou de l'invention. Ensuite, qui apporte quoi au niveau des co-contractants? Qui sera propriétaire de quoi? Et en particulier, s'il y a un travail qui est fait en commun, il faut vraiment bien déterminer qui sera propriétaire de quoi une fois la prestation, le travail achevé. Il faut aussi se demander qu'est-ce qui est protégeable et par quel droit. Puisqu'il peut y avoir un certain nombre d'éléments qui peuvent être protégés par de la propriété intellectuelle ou industrielle. Enfin, donc, il faut vraiment déterminer les droits qui peuvent être en jeu. Et puis, évidemment, quels seront les flux financiers, parce que généralement, les contrats que vous allez signer, ils sont là pour justifier aussi des flux financiers au niveau comptable. Alors, pour vous donner un exemple en matière justement de contrat et en particulier de contrat de développement de logiciels, on a eu un dossier dans lequel notre client avait sollicité un prestataire pour le développement d'un logiciel. Et le problème qui s'est posé, c'est que ce développement, il s'appuyait sur un logiciel existant dont le prestataire revendiquait la propriété. Donc, il y a eu toute une négociation. Le problème qui s'est posé, c'est qu'en fait, notre client avait malheureusement accepté un devis avant de commencer à négocier le contrat. Et sur ce devis, il était bien indiqué que le logiciel s'appuyait sur un logiciel existant. Et par conséquent, à partir du moment où le devis était accepté par le client, en fait, le contrat, il était déjà signé, entre guillemets, il était déjà conclu. Et donc, on n'a pas réussi à conclure un contrat beaucoup plus détaillé qui précisait le sort de ce logiciel. Donc, attention, un devis accepté, c'est un contrat. Et ensuite, vous ne pouvez pas revenir dessus une fois que le devis est accepté. S'il y a une clause de propriété intellectuelle dessus, vous ne pouvez pas renégocier. Enfin, vous pouvez renégocier, mais c'est sous réserve de l'attitude de votre co-contractant. Et en l'occurrence, dans ce dossier-là, on n'a pas réussi à signer ce contrat. Alors, deuxième partie, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Donc là, je vais vous parler de la gestion de la phase précontentieuse et savoir comment gérer efficacement cette phase précontentieuse. Alors, la phase précontentieuse, c'est à partir du moment où un litige existe, mais on n'a pas encore saisi un tribunal et donc on est en négociation, en discussion pour une résolution amiable. Il faut savoir que la plupart des litiges de propriété intellectuelle sont résolus à l'amiable. Pourquoi ? D'une part, à cause de la longueur du coût et des aléas des procédures contentieuses. Il faut savoir qu'en moyenne, en première instance, on a un délai d'à peu près 1 an et demi à 2 ans. Ensuite, appel, ça sera pareil. Et s'il y a un pourvoi en cassation, n'en parlons même pas. Là, je parle exclusivement de la France.
Ensuite, le deuxième gros risque, c'est le risque de demande reconventionnelle qui pourrait aboutir à la privation de votre monopole. Ça, je l'évoquerai dans la troisième partie. Et puis, toutes ces difficultés, elles sont d'autant plus importantes quand on est à l'international, parce que là, on va agir devant des tribunaux qu'on ne connaît pas. Si vous agissez devant un tribunal chinois, évidemment, vous allez avoir un aléa et des coûts bien plus grands. Donc, toutes ces raisons font qu'on essaye au maximum de trouver des solutions amiables. Alors, comment procéder quand on est dans des négociations à l'amiable? Le premier point important, c'est de bien connaître ses objectifs. Les objectifs, ils peuvent être très variables d'une entreprise à l'autre. Les objectifs, ils vont être fixés en fonction du cadre concurrentiel et aussi de considérations internes, par exemple, vis-à-vis des investisseurs. On peut avoir certaines obligations. Et puis aussi, ça peut être aussi pour des raisons de politique interne dans un réseau de distribution, il peut y avoir des particularités. Alors, je vous donne un exemple. J'ai eu un client qui avait créé un logiciel et qui m'avait indiqué qu'il avait introduit dans son logiciel un mouchard qui lui permettait d'identifier d'éventuels pirates. Et il m'a dit, mais ça, je ne l'ai fait pas pour pouvoir les attaquer. En fait, mon objectif, c'est juste de pouvoir les identifier pour ensuite leur faire signer un contrat de distribution et devenir mes distributeurs dans d'autres pays. Donc voilà, pour vous dire qu'on n'a pas forcément pour objectif d'attaquer en justice des éventuels contrefacteurs, mais ça peut être aussi une stratégie de signer des accords avec eux justement pour se développer pour ces temps. Je voulais ensuite insister sur la dimension psychologique et la nécessité d'être bien accompagné, ça va ensemble. Parce que les négociations amiables, ce sont des négociations et en fait, il faut bien comprendre que la manière dont le premier contact va être établi avec la partie adverse va être déterminant sur l'issue de la négociation. C'est-à-dire que si votre premier courrier est trop agressif et finalement est trop menaçant, eh bien peut-être que vous allez vous fermer la porte à la négociation parce que vous allez tout de suite mettre votre adversaire dans une situation de défense et donc peut-être que vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif. Donc, c'est vraiment important d'être bien accompagné, d'être accompagné par un conseil qui a cette approche psychologique et qui sait adapter son discours par rapport à l'adversaire, par rapport aux objectifs et qui a conscience de l'importance de la résolution amiable du litige. Ça, c'est vraiment une question d'expérience. Évidemment, plus on a d'expérience, plus on a acquis cette dimension psychologique. Un petit exemple, en matière de marque, on arrive souvent à négocier des accords de coexistence. C'est-à-dire quand il y a une marque antérieure qui est protégée, le propriétaire de cette marque se rend compte qu'un concurrent, par exemple, a déposé une marque assez proche, on peut arriver à trouver un accord qui permette de faire coexister ces deux marques, sous réserve évidemment qu'on ne soit pas exactement sur les mêmes marchés et qu'on puisse donc continuer d'exploiter en toute quiétude ces deux marques. Voilà, je vais passer maintenant à la troisième partie. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors là, je vais vous parler un petit peu d'éléments de stratégie procédurale en matière de propriété intellectuelle. Donc là encore, par petites touches. Je voulais d'abord vous parler de la saisie contrefaçon. Alors la saisie contrefaçon, c'est un mécanisme qui a pour but initial de récupérer des preuves chez votre adversaire. Concrètement, on présente une requête au tribunal et le tribunal nous autorise à nous rendre chez la partie adverse pour aller saisir des documents, notamment des documents comptables, également prendre des photos, des produits, et enfin tout élément qui permet de prouver l'imitation ou la reproduction du droit de propriété intellectuelle. Alors, cette saisie contrefaçon, elle a évidemment pour but de récupérer des preuves, mais elle peut être utilisée aussi à des fins d'intimidation et de recueil d'informations et de documents. Par exemple, dans une affaire qu'on a traitée au cabinet, il n'y a finalement pas eu de suite à la saisie contrefaçon, mais il n'en reste pas moins qu'on a pu recueillir des informations et des documents qui étaient relatifs aux concurrents et notamment sur ces prix. Et donc finalement,
même si la procédure ne va pas jusqu'à son terme, il peut y avoir quand même un intérêt stratégique à engager ce type d'action. Deuxième point, c'était sur les actions en nullité d'échéance. Alors, une action en nullité en déchéance permet de mettre fin au monopole d'exploitation en amont. C'est-à-dire que vous identifiez, par exemple, un concurrent qui dispose d'un titre de propriété intellectuelle. Au lieu d'attendre que lui vous attaque, vous allez l'attaquer en disant que finalement son titre de propriété est nul ou qu'il est déchu. Alors, ça s'applique par exemple en matière de marque. Pour quelqu'un qui n'exploite pas sa marque pendant au moins 5 ans, après, il peut être déchu de son droit à la marque. Et il y a un autre exemple en matière de brevet. Il y a un article dans le Code de la propriété intellectuelle qui prévoit la possibilité d'obtenir une licence obligatoire sur un brevet lorsque ce brevet n'est pas exploité à l'expiration d'un délai de 3 ans après sa délivrance ou de 4 ans à compter de la date du dépôt de la demande. Donc ça, c'est quand même un outil, c'est quand même une sacrée arme de pouvoir récupérer une licence obligatoire sur un brevet que vous aurez identifié. Et donc là, ça rejoint ce que disait Hélène tout à l'heure sur l'utilité des bases de données et des recherches d'antériorité, parce que vous pouvez donc identifier une invention protégée et ensuite faire des recherches pour vérifier si elle est exploitée ou pas. Et si vous apercevez qu'elle n'est pas exploitée, vous allez peut-être pouvoir obtenir une licence obligatoire. Encore 2-3 minutes, hein, Diane. Oui, j'ai presque fini, ouais. C'est parfait. Super. Alors, dernier point sur les demandes reconventionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une demande reconventionnelle? C'est, vous êtes assigné en justice, donc vous êtes en défense, et pour vous défendre, vous allez vous-même présenter des demandes au tribunal. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, soulever que le titre de propriété qu'on vous oppose est nul. Donc, cette demande reconventionnelle, elle va permettre de mettre fin au monopole d'exploitation en aval, c'est-à-dire que vous êtes attaqué, puis vous allez soulever la nullité du titre adverse. Alors, je vous donne un exemple d'un dossier qu'on a traité au cabinet. C'était un dossier qui portait sur des coffres de volets roulants. Notre client a été attaqué pour contrefaçon et nous avons soulevé la nullité du brevet de la partie adverse. Et au terme de la procédure, on a gagné, c'est-à-dire que le tribunal a considéré que le brevet était nul. Donc, les principales revendications du brevet étaient nulles. Elles étaient nulles parce que la société adverse avait, en fait, elle avait déjà déposé un premier brevet qui était identique quasiment au brevet qui nous était opposé. Donc, en fait, le tribunal a retenu la nullité du brevet pour défaut de nouveauté. Donc, attention, si vous déposez des brevets, si vous déposez un brevet qui est identique à un précédent que vous avez déjà déposé, c'est une cause de nullité. Dernière slide, et j'en aurai terminé, la cigale et la fourmi. Alors, la question se pose souvent, je n'ai pas déposé ma création ou mon invention, suis-je complètement démuni? Il faut savoir qu'il y a quand même des mécanismes qui vous permettent de vous protéger. Donc, il y a les accords et clauses de confidentialité dont j'ai déjà parlé. Ensuite, il y a l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Il y a également un mécanisme de protection du savoir-faire par la responsabilité civile, c'est-à-dire, en fait, la responsabilité civile, ça permet d'agir contre un tiers qui porte atteinte, qui commet une faute et qui vous cause un préjudice. Donc, ces mécanismes peuvent être utilisés aussi dans des cas de concurrence déloyale et protection du savoir-faire. Et puis, dernier point, vous avez également, dans le Code de commerce, des dispositions qui protègent les atteintes au secret des affaires. Il faut savoir que, alors qu'est-ce que c'est qu'un secret des affaires? Eh bien, c'est une information qui n'est pas généralement connue ou accessible, qui a une valeur commerciale et qui fait l'objet de mesures de protection raisonnables pour en protéger le secret. Donc, c'est là où ça rejoint ce que je disais sur les accords de confidentialité, c'est que si vous voulez pouvoir protéger votre secret des affaires, eh bien, il faut garder le secret, d'où l'intérêt des accords de confidentialité. Donc, en conclusion, vous voyez qu'il existe quand même des alternatives à la propriété intellectuelle, mais attention, ces mécanismes-là, ils sont beaucoup moins protecteurs parce que, par exemple, vous ne pouvez pas faire de saisie contrefaçon avant d'agir en concurrence déloyale. Donc, c'est quand même beaucoup moins protecteur.
et vous avez moins de sécurité juridique parce que tout ça, ce sont des mécanismes qui sont mis en œuvre a posteriori. Donc, mon conseil, c'est d'être plus cigale que fourmi, bien entendu. Pardon, c'est l'inverse. D'être plus fourmi que cigale. Donc, le conseil, c'est d'être plus fourmi que cigale. Et la conclusion, c'est que la propriété intellectuelle et industrielle, c'est à la fois une arme et un outil de développement qu'il ne faut pas négliger. Merci beaucoup Diane. Alors on avait réservé un temps pour les questions après, mais il y a deux questions qui vous sont posées sur le chat. Peut-être qu'on peut y répondre maintenant pendant qu'on vous a avec nous. Est-ce que vous avez des exemples sur des cas où la licence a été octroyée dans le cadre d'un défaut d'exploitation? Alors moi, je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas eu d'exemple dans mon cabinet. Non, je n'ai pas eu d'exemple. Et est-ce qu'il est raisonnable, est-il raisonnablement envisageable de faire une action en concurrence déloyale à l'international? Alors, oulala, c'est difficile de répondre à une question in abstracto. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment du cas par cas et ça dépend de quel pays, ça dépend dans quel contexte. Donc là aussi, c'est impossible de répondre à une question qui est trop large. Et combien coûte une étude de brevetabilité d'un logiciel? Alors, cette question, ça serait plutôt pour Ghislain. On se la réserve pour après, on se la note. Alors, on va accueillir… merci, Diane. Je vous en prie, merci à vous. Et très bon complément à la présentation de Ghislain et après la présentation générale d'Hélène. Merci beaucoup. On va accueillir Vincent Lantic, cofondateur de Phébus Optics, directeur technique, qui est, je pense, chez lui, mais d'habitude pas très loin d'ici, dans le même couloir. Vincent, merci d'intervenir et de témoigner avec ton expérience en matière de propriété industrielle. Tu vas nous expliquer tout ça. Très bien, merci beaucoup Thibaut et merci de me permettre d'intervenir pour témoigner et merci aux autres intervenants pour la qualité de leur intervention au début. Je dois avouer que j'ai moi-même appris quelques nouvelles choses. Donc, comme l'a dit Thibaut, je co-dirige la société Phébus Optics qui est basée à Heliopark. Donc, Phébus Optics c'est une société, une start-up, on va dire encore. On est sur la frontière entre la start-up et la PME. Aujourd'hui, on a été créé administrativement en 2015. On a travaillé sur la société depuis 2014. Aujourd'hui, on est une trentaine d'employés. On est toujours à Heliopark, même si on est encore 30. Donc, ils arrivent encore à nous supporter, malgré notre taille. Et on fabrique des systèmes de monitoring par fibre optique. Donc, ils sont des systèmes hautement innovants et qui sont des systèmes optoélectroniques. Donc, on peut voir comme une boîte avec de l'électronique et de l'optique à l'intérieur, à laquelle on vient raccorder un réseau à fibre optique et on va être capable de détecter des événements tout le long du réseau, ce qui va nous servir à protéger les infrastructures comme des câbles électriques, des gazoducs, des oléoducs, des puits de géothermie, de pétrole et de gaz, de faire de la sécurité périmétrique, de protéger des infrastructures de génie civil et encore de faire de l'analyse de trafic sur des rails ou des routes. Donc voilà pour la présentation de Phébus Optics. Donc nous, on fabrique des systèmes optoélectroniques. Ils sont réalisés à partir d'un effort de R&D très important, puisque parmi nos 30 employés, on a une dizaine de docteurs ingénieurs, donc de gens directement concernés en majorité de leur temps par l'innovation. Donc tous les sujets qui ont été abordés, et en particulier la propriété intellectuelle, je vais y revenir, nous concernent. Le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation aussi, tout en ayant quand même une bonne partie de l'entreprise tournée vers la productique et la qualité à travers la norme ISO 9000. Alors, pour vous donner une idée du parcours de Phébus Optics en ce qui concerne la propriété industrielle,
je vous propose un petit parcours de la vie de l'entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, on a commencé à travailler sur la technologie et évidemment sur le montage de l'entreprise. Là, je vais plutôt insister sur la technologie en 2014 pour créer administrativement la société en mai 2015. Et on a choisi de mener, on va dire, les investigations techniques théoriques pendant cette période pour déposer un brevet en même temps que les statuts de la société, c'est-à-dire en mai 2015. Pour ça, on a été accompagné par le cabinet API Conseil, donc qui est ici aujourd'hui, qui nous accompagne toujours sur les sujets de propriété industrielle. Et donc, ça a été le premier brevet sur notre première technologie. Donc là, évidemment, il y a une étude d'antériorité qui est faite. Alors, il faut savoir que je viens d'un domaine universitaire. Hein. J'ai moi-même un doctorat, donc lors de la création de l'entreprise, voilà, j'étais déjà formé à ce type de recherche, et donc un dépôt de brevet. Et ensuite, entre 2015 et 2018, nous avons approfondi cette technologie, développé de nouvelles technologies autour de cette technologie, ce qui a donné lieu à 3 nouveaux brevets sur nos technologies cœur de métier, c'est-à-dire vraiment ce qui protège ce que nous faisons d'innovant au cœur de ce que nous vendons, c'est-à-dire au cœur des systèmes optoélectroniques que nous vendons. Et en 2018, nous avons réalisé une levée de fonds. Et là, ça a confirmé en fait l'intérêt premier qui a été pour nous, start-up, l'intérêt premier de la propriété industrielle, c'est la communication. Donc, ça a été bien dit par Hélène de l'INPI précédemment. En réalité, au début, ce qui est important, c'est de gonfler les muscles. Alors, on est tout petit, on veut vendre à vous l'aurez compris, hein, on vend à des grosses entreprises de l'énergie, notamment, comme Total, pour ne pas les citer. Bien, il faut montrer que c'est innovant, montrer qu'on prend ça au sérieux, qu'on réalise des brevets. Alors, bien sûr, on le fait bien, mais on le fait avant tout pour ça. Et lorsque on réalise une première levée de fonds, c'est-à-dire qu'on ouvre notre capital, on fait rentrer des investisseurs, une des premières choses qu'ils vont vérifier, c'est bien cette propriété industrielle. Donc, ils vont mandater un cabinet tiers qui va vérifier le travail de votre cabinet de propriété intellectuelle et le vôtre, vérifier la solidité de vos brevets et les barrières à l'entrée. Ce qu'on appelle les barrières à l'entrée, c'est-à-dire la difficulté de faire la même chose que ce que vous faites. Et donc, la propriété industrielle, c'est une des barrières. Donc, on va dire, voilà, dans un premier temps, vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir de prouver, en fait, votre innovation et sa protection par ces brevets. Donc, en 2018, on avait déjà 4 brevets qui protégeaient nos technologies cœur de métier. Ensuite, à partir de 2019, et c'est quelque chose qui arrive en continu, hein, on a eu à signer pas mal de contrats de collaboration. Donc ça a été évoqué notamment par la personne qui est spécialiste dans les contrats, donc cabinet d'avocats, plutôt cette fois-là. Les accords de consortium, et notamment les accords de consortium avec des universitaires ou des entreprises et des universitaires pour avoir accès à des financements de type Agence nationale pour la recherche ou Horizon 2020, les fonds européens. Bien là, dans ces accords, en fait, donc il y a tout ce qui a trait évidemment à la confidentialité, mais il y a aussi ce qui a trait aux conditions d'exploitation. Et ça, c'est infiniment important puisque à la fin du projet, qui est un projet souvent d'innovation, il va y avoir des résultats qui s'appellent des résultats communs et il va falloir que l'entreprise qui est dans le consortium puisse les exploiter. Donc, pour pouvoir les exploiter, il faut définir ces conditions. Ensuite, ces accords, ils interviennent, un peu le même type d'accord intervient dans le cadre de la réalisation de thèses CIFRE. Donc, notre entreprise, aujourd'hui, on a terminé une thèse CIFRE et on en a encore 2 en cours, où là, on mandate une université, en fait, pour encadrer une recherche qui est pilotée par l'entreprise et réalisée par un doctorant qui va réaliser sa thèse pendant 3 ans. Donc là, c'est important
également, comme cette thèse elle est financée par l'entreprise, et c'est évidemment important de protéger le savoir-faire sur une période donnée, c'est-à-dire que évidemment l'université ne puisse pas faire le même type de travaux avec un concurrent, négocier ces conditions de concurrence même après la période, et toujours les conditions d'exploitation, c'est-à-dire ces résultats, il faut pouvoir les exploiter librement, évidemment souvent avec ce qu'on appelle des royalties, hein, c'est-à-dire on donne une participation sur chaque vente, on donne un pourcentage au tiers, donc qui ici est une université. Mais voilà, c'est important d'avoir cette liberté d'exploitation. À partir de 2020, donc là, on a commencé à travailler sur des contrats plus récurrents avec des clients, des clients qui peuvent être des sociétés assez importantes et qui nous ont dit, nous, on veut bien travailler avec vous, mais on a peur de nos concurrents. Donc, on voudrait une étude évidemment pour un cabinet de propriété intellectuelle de liberté d'exploitation. Je perds la connexion. On devrait vérifier que le produit que vous avez libre d'exploitation, ça c'est aujourd'hui, on passe à une phase qu'on n'a pas du tout mise en pratique jusqu'à maintenant, c'est l'identification des éventuels contrefacteurs. Ça a été évoqué avant. Ça peut paraître comme la première utilité du brevet, en fait, se protéger contre ceux qui voudraient reproduire la technologie sans en avoir le droit. Mais c'est seulement finalement 7 ans après le dépôt de notre premier brevet qu'on commence à s'intéresser à ce dernier point, qui lui peut être vraiment une source de revenus en réalité ou d'économie, en s'entendant avec les éventuels contrefacteurs ou tout simplement en attaquant, ce qui a été vu. Donc pour résumer en gros le propos sur cette technologie, hein, nous chez Phébus Optics on a vu trois aspects très importants de la propriété intellectuelle pour la start-up que nous étions ou que nous sommes toujours, suivant les définitions. La première, c'est la communication, hein, faire la preuve de l'innovation, hein, le brevet en tant que preuve de l'innovation, pour avoir la confiance de nos clients et de nos investisseurs en cas de levée de fonds. Ensuite, il y a eu la notion de liberté d'exploitation ou de conditions d'exploitation. Donc, vérifier que par ce que l'on fait déjà est libre d'exploitation et ce que l'on va faire dans certains contrats avec des tiers ne nous empêche pas d'exploiter par la suite, puisque c'est quand même le but d'une entreprise d'exploiter ces innovations. Et enfin, le troisième aspect, mais qui est naissant chez nous, qui peut paraître évident hein, quand on parle de brevet, mais qui est l'aspect qui vient dernier pour une startup, dans notre expérience, c'est la protection de la contrefaçon. Voilà. Alors évidemment, hein, tout ça, ça vient à travers une veille active de tous les instants hein, sur toutes les plateformes qui permettent de suivre les brevets. Et les brevets, ils sont dans notre entreprise veillés au même niveau que les publications scientifiques, par exemple, ou les documentations technico-commerciales de nos concurrents. C'est nécessaire pour innover et c'est nécessaire pour être libre d'exploiter nos innovations. Voilà. Donc vous avez un abonnement à aux bases de données là pour screener l'ensemble des brevets, c'est ça ? En vérité, la plupart des bases de données, elles sont accessibles. Hein. Il n'y a pas besoin de base d'abonnement particulière. D'accord. Les brevets, quand ils sont publiés, on peut y accéder par diverses plateformes. Merci Vincent. On t'a juste perdu un petit instant et on est en train de te reperdre là. Ah bon ? Non, ça y est, c'est bon. C'était frisé de mon côté. Désolé. Ça y est.
On t'a retrouvé. Il est 15h13, on a encore une bonne dizaine de minutes s'il y a des questions. J'ai vu que vous avez répondu sur le coût d'une étude de profitabilité là, pour un logiciel. S'il y a d'autres questions, on peut les prendre maintenant, faire remonter dans la salle les autres intervenants. Alors, je vois qu'il y avait une question sur les aides. Pour notre premier brevet, effectivement, on a profité d'une aide régionale. Effectivement. C'était il y a longtemps, mais je crois me souvenir qu'on en a profité. Ouais, je crois que c'est quelqu'un de l'ADI qui a mis en début du chat aussi un lien ou une info à ce sujet. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? On les a prises aussi au fil de l'eau, les questions. Donc, peut-être les gens m'ont perdu. S'il y a quelque chose que je dois reprendre, j'avais organisé mon propos. On a bien retenu les 3 points. L'aspect communication, la légitimité pour une jeune entreprise d'avoir protégé son savoir-faire, d'avoir un brevet. Il y a le côté liberté d'exploitation, ça on l'a bien compris aussi. Et puis l'aspect plus protection. Donc, je pense que ton message est bien passé. On peut peut-être faire remonter dans la salle Diane, Ghislain et Hélène. Au moins les saluer si on peut être à 5. Oui, je suis là. Comme ça, on peut se saluer au moins tous. Ça donne un petit peu de vie parce que sinon, c'est que des noms alignés en bas à droite. Et ben voilà, il y a tous les contacts. C'est bien, on a eu tous des témoignages bien différents. Donc, c'était intéressant. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier une nouvelle fois, tous, d'être intervenus. Et puis, je vous dis à très bientôt et on se salue sur le chat également. Voilà, les slides vous seront envoyés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. À très bientôt. Merci. Au revoir.